Bonjour, alors j'ai pas pu résister à l'envie d'insérer un chapitre 12 que j'intitule Des cairns de Bretagne à la décence ordinaire, faisant allusion à la Common Decency de George Orwell. Je comprends que sous cet angle-là ça puisse apparaître un peu elliptique, mais vous serez tout de suite éclairé. Il s'agit en fait de mettre en avant un exemple qui illustre justement la décence ordinaire, le bon sens commun, et sa connexion par rapport à des notions aussi importantes que la justice et la justesse. Alors voilà en fait au début de ce chapitre un paysage magnifique de Bretagne avec ces fameux cairns qu'on rencontre écrits sous forme française C-A-I-R-N, mais évidemment avec leurs racines bretonnes, ça s'écrit K-E-R-N. Alors on va faire apparaître ce cheval noir qui est désormais le spectateur de l'exposé. Et ici, j'ai tenu vraiment à marquer ce qui m'anime en fait et ce qui me motive depuis le début. Que ce soit matériel, symbolique ou spirituel, tout chez l'homme est construction. C'est le propre de l'homme, c'est le génie de l'homme, et toutes les forces qui s'opposent à cette aspiration naturelle de l'homme s'appellent forces de destruction ou médiocrité du nihilisme. À chacun sa hiérarchie des valeurs, donc il faut en fait identifier autant que faire se peut les valeurs qui sont prioritaires dans sa vision des choses, dans sa vision du monde. Pour moi, celle qui constitue le socle de la bataille que je vous propose d'entreprendre, il y a deux valeurs que je situe à part. Je situe bien au-dessus de la politique, qu'on verra plus tard comme étant de toute façon par nature clivante, au-dessus de la religion, au-dessus de l'idéologie. Ces deux valeurs, ce sont la justice et la justesse, pardon, parce qu'il me semble que ce sont des valeurs suprêmes dont l'appréciation et la perception des natures universelles, ce sont des universaux. Elles sont tout à fait en phase et en résonance avec cette formulation puissante et synthétique de George Orwell, de Common Decency, qu'on peut traduire par décence ordinaire ou décence commune, qui parle et met en relief et donne une place toute légitime au simple bon sens commun. J'ai mis volontairement de côté la philosophie et les sciences qui ont pour moi un autre rôle à jouer et qui sont associés respectifs indispensables de la justice et de la justesse. Alors si je reprends ces trois petites piles de pierres en fait qui sont des cairns, je vais pouvoir asseoir ici les deux bases fondamentales que sont la justice et la justesse. À partir de là, par une relation très logique somme toute, je peux monter un deuxième étage, un deuxième édifice. Associer à la justesse à la science, c'est évidemment assez cohérent parce que dans justesse, il y a la recherche d'exactitude, de précision, qui sont vraiment inhérentes à toute expérience et recherche en sciences. La justice, elle va rechercher à équilibrer ce qui est moral ou immoral, ce qui est bien ou mal. Et la philosophie qui procède de la recherche de la vérité, de l'équité, de l'harmonie, de l'équilibre, et qui construit des concepts pour cela, et évidemment à rapprocher très clairement de l'approche de justice. Alors, dans cet édifice, j'ai mis ensuite la religion. La religion qui se caractérise à la fois par la métaphysique, quand elle est au-dessus de la pile philosophie, le questionnement, la recherche d'absolu, de divinité, de force supérieure. Donc elle peut être une passerelle commune à la philosophie et à la science. C'est pas tout à fait par hasard que dans l'histoire des religions, des sciences et de la philosophie, on trouve très souvent des savants qui naviguent entre ces trois domaines. Évidemment, c'est ma vision des choses, et dans cette vision, plus on monte en niveau dans les deux cairns, plus aussi on se retrouve devant des situations plus clivantes, plus instables et démunies de justesse et de justice.
La religion a aussi son mauvais visage, qui est insupportable à mes yeux. C'est celui du fanatisme et de l'intolérance qui autorise à tuer au nom d'une foi. Alors je continue à monter dans ces édifices et je mets en quatrième position les idéologies. Les idéologies, là aussi ce sont des édifices artificiels et perfectibles puisqu'ils sont humains et créés par des humains. Ils sont des édifices qui sont issus des édifices fondamentaux de la justice et de la justesse. Donc en cela, ils ont une initialisation louable. Mais ils sont aussi conduits à des dérives de totalitarisme, pour ne prendre que les plus récents du XXe siècle, comme le nazisme et le stalinisme. Donc ils ont aussi leur mauvais visage insupportable. Et là, à la tête de ces édifices, on trouve la sphère politique. La sphère politique, c'est quand même pas mal éloigné au cours des siècles de ce qu'elle était censée représenter et défendre à l'origine. Aujourd'hui, on peut la voir comme la sphère de tous les abus, de toutes les exubérances, de toutes les manipulations et de toutes les corruptions. Dans cette diapositive, j'ai voulu insérer des personnes très influentes et très importantes dans leur siècle par rapport au domaine où elles se sont exercées. Et je pars de la gauche avec ici le H pour symboliser Hegel. Je vous laisserai faire un arrêt sur image pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, et éventuellement ça peut être aussi une présentation beaucoup plus approfondie lors de conférences qui pourraient être organisées si on en donne l'occasion. Ici vous avez donc un autre philosophe que je situe comme un des plus importants entre la philosophie et la religion, Emmanuel Kant. Je vais passer exprès sur les deux que j'ai retenus, en fait situés à cheval entre religion et science, donc d'une part Descartes, et ici Pascal. Je place ici avec un grand L au milieu, quelqu'un qui aurait pu être, pardon, quand je relis la diapositive, une autre célébrité qui a vraiment touché à toutes les sciences et aussi à l'art, mais là ça dépasse un petit peu le cap quand même que j'ai à tenir. Ça aurait pu être effectivement elle, comme Léonard de Vinci. En fait, c'est le philosophe mathématicien Leibniz qui a non seulement toutes les compétences qu'on retrouve redéfinies et mentionnées dans les différents articles et aussi sur le célèbre Wikipédia. Alors notamment, il a été à l'Académie des sciences, il a eu des découvertes très importantes en mathématiques, notamment le calcul différentiel qui a trouvé plein de débouchés dans le domaine mathématique et physique. Je regrette toutefois qu'il faille plus creuser le sujet pour voir aussi son implication en matière de religion. Donc son approche irénique qui lui a permis de tenter en tout cas de rapprocher les églises protestantes et catholiques. Je trouve qu'en cela il est tout à fait d'actualité, persuadé qu'il était de pouvoir aboutir à une réconciliation puis à la réunion des églises. Ce que moi j'appelle aujourd'hui un acte de transversalité et qui me semble un concept tout à fait moderne et tout à fait d'actualité à pratiquer pour les décennies à venir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le mot irénisme, ça correspond, en fait ça vient du grec Irénée qui signifie la paix. En fait, c'est une attitude de compréhension qui consiste à se rapprocher d'une force antagoniste pour peu que ce qui rapproche dépasse ce qui sépare. Alors j'ai voulu reconstituer une scène en guise d'exemple pour justement faire valoir la meilleure place à attribuer à la justesse et à la justice par rapport aux autres étages des édifices que j'ai placés sur les différents cairns. Voyons donc une situation où on part d'une scène avec un observateur, les cairns qui vont servir de symboles et de métaphores, un décor
où on voit la présence d'un enfant isolé. Une glace qui vient de lui être offerte par ses parents, et certainement que ses parents viennent de l'acheter à un glacier, donc il a produit un travail. Ce travail, le fruit de ce travail, c'est une glace. Et dans cette mise en scène, je fais intervenir un adolescent plutôt prédateur qui est tout à fait en train de contempler cette glace. Il fait chaud, c'est l'été, il a très envie de se désaltérer. Et il voit cet enfant complètement isolé, esselé, propriétaire d'une glace dont il voudrait bien faire changer l'affectation de la propriété. Voilà donc la mise en scène avec un enfant auquel on pourrait associer certains attributs comme l'insouciance, l'imprudence, l'ignorance, l'inconscience. Un adolescent ici auquel on pourrait associer d'autres attributs comme la prédation, l'hyperréalisme, l'égoïsme et le cynisme. Essayons maintenant de reprendre le comportement par rapport à une telle scène en fonction de cet édifice. Il apparaît clairement que si vous étiez un passant et que vous assistiez en direct à cette scène, la première réaction que vous auriez ne serait pas de vous demander si l'agresseur est plutôt de droite ou plutôt de gauche. Vous ne vous demanderiez pas non plus s'il est plutôt d'idéologie marxiste ou d'idéologie libérale. Votre première réaction ne consisterait pas non plus à vous interpeller et vous poser la question sur sa religion, serait-il plutôt catholique ou plutôt protestant? Il est clair aussi que dans une telle situation à laquelle vous auriez à faire face, vous ne vous demanderiez pas si l'adolescent prédateur en question aurait été un lecteur de Friedrich Nietzsche, notamment de livres comme Par-delà le bien et le mal, ni s'il aurait été influencé par, en physique, la deuxième loi de Newton concernant l'équilibre des forces. La première réaction que vous auriez, ce serait plutôt au niveau de la justice et de la justesse. La justesse qui vous ferait apprécier un ensemble d'éléments contextuels, comme l'isolement du garçon, le désir et le plaisir symbolisés par la présence de la glace, avec plusieurs arômes, et la prédation guidée par l'envie et un besoin à satisfaire et matérialisé par la présence de l'adolescent prédateur. La justice, c'est aussi la première action que vous auriez en considérant qu'il s'agit là d'une injustice flagrante, puisqu'il s'agit d'un rapport de force où l'adolescent ici prédateur considère qu'il est évidemment en situation de force, de puissance par rapport à un enfant isolé et esselé. Alors en fait, si on reprend les associations qui ont été faites pour l'enfant, j'ai parlé d'insouciance, d'imprudence, d'ignorance, d'inconscience. Pour l'adolescent prédateur, on a parlé de prédation, d'hyperréalisme, d'égoïsme et de cynisme. On pourrait procéder à une légère substitution spéculative. Rien ne nous empêche de remplacer cet enfant par un peuple, pourquoi pas le peuple indien, par le travail de ce peuple. Si on associe à la glace le produit du travail du glacier, on peut très bien associer au peuple indien le produit de son travail, c'est-à-dire le bison atteint comme résultat issu de la chasse. Et pourquoi pas remplacer par substitution spéculative l'adolescent prédateur par la pieuvre clème que j'ai largement présentée lors de tout l'exposé. Rappelons que la pieuvre clème est finalement un symbole qui rassemble toutes les entités de puissance et de pouvoir, cherchant à maintenir et à soutenir le capitalisme, le libéralisme, l'européisme et le mondialisme. Maintenant, ce pourquoi vous étiez assez d'accord avec cette association pour l'enfant et pour l'adolescent, pourquoi on ne pourrait pas la reprendre pour un peuple et pour la pieuvre clème? Je fais que poser la question, je vous laisse trouver
là où les réponses possibles